Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de la communauté .NET Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft.net. Je m'appelle Mario Cardinal. Et pour le bien-être de cette émission, je suis accompagné de Guy Barrette. Le bien-être de cette émission. Tu veux-tu dire que avec notre ami Étienne Tremblay la dernière fois, ça a pas bien été? C'est plutôt que Étienne n'est pas tellement habitué de restreindre mes envolées. Ah, OK. Puis toi, Guy, avec plusieurs années d'expérience, tu sais comment me faire signe. Dire là, Mario, revenons. Ou en tout cas, de façon habile, souvent tu ramènes vers tu recentres le sujet, ce qui est bien. OK. Est-ce qu'Étienne c'est aussi parti sur une lancée lors de la dernière émission? Non. On a eu bien du plaisir. C'est juste que je suis pas malheureux de retrouver mon bon vieux confrère. Vieille chaussette, hein, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe de bon, Guy, de ton côté? Écoute, un nouveau mandat super intéressant que je peux pas parler. Ah, ben Mais autre chose complètement hors d'informatique, j'ai commencé des cours de photographie. des cours de photographie. Ah ouais. Avec ma conjointe, c'est le fun. On fait ça fait une activité, tout ça, puis c'est vraiment passionnant, là, je trouve. Ah oui. Hey, moi, de mon côté, je suis en train de repeinturer mon patio. Wow! Ça, c'est passionnant, je vous le dis. Mais Travail manuel, là. Mais Mario, t'as combien d'enfants déjà? 4. Mais oui, mais tu l'as ton staff? Ils sont encore un peu jeunes, donc c'est pas toujours évident. Notre invité aujourd'hui est Dominique Sévigny. Salut Mario. Salut! Salut Guy. Ça va bien? Oui, ça va bien. Toujours occupé. On l'a pas dit, mais on est dans les bureaux de Run at Server, ton entreprise. Oui, c'est ça. C'est à la conférence. Puis, écoute, aujourd'hui, ça fait quoi, 4-5 mois que tu m'as envoyé un courrier en disant Mario, j'aimerais ça faire une émission sur Silverlight en entreprise, donc quelque part au janvier, février, dans ce bout-là. Puis là, je t'avais dit oui, pas de problème, je vais te céduler. Et comme ça arrive souvent, ben finalement, on te cédule, mais ça tombe comme 4 mois plus tard. On se retrouve en plein milieu de l'été à parler de Silverlight. Mais le timing est parfait parce que Silverlight est sorti il y a quelques mois, puis je pense que c'est le temps de faire un... Silverlight, la version 4. Oui, c'est le temps de faire un point là sur la situation, comment ça va, l'adoption en entreprise, tout ça, puis je pense que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ouais, l'objectif, c'est un petit peu de parler de nos expériences par rapport à ce qu'on a vu. Autant au niveau des entreprises, l'adoption, du développement, comment ça se passe, l'intégration avec les développeurs qui viennent d'un autre monde. Ça peut être développeur Java, ça peut être développeur C#, VB, ASP, peu importe. Puis au niveau du training aussi, donc on donne beaucoup de formations Silverlight, comme vous le savez, donc le Silverlight Tour, puis des formations custom chez Technologia. Donc on voit vraiment la plupart des entreprises qui migrent vers ça, qui s'en vont vers ça, puis peut-être on peut faire un petit rapport là-dessus. C'est le fun parce que vous êtes en amont en donnant de la formation, donc vous avez déjà les grands noms des entreprises. Ouais, là, on voit pas mal qui commence à migrer, puis malheureusement on peut pas donner les noms. Mais il faut quand même indiquer les tendances en disant... On voit déjà la tendance, ouais, effectivement. La tendance, elle est forte, hein, je pense. Ben, la tendance elle est forte présentement. Ce qui est en train de se passer, c'est que ce qu'on remarque, c'est que tous ceux qui font de la ASP.NET depuis des années, il y en a qui sont des mordus, qui ont passé à Ajax, où ça va très bien. Puis oui, ça fait une très belle job, mais là où on voit les tendances d'objectifs de migrer, si on peut dire, là, même si ça se migre pas, mais de tendre vers une nouvelle technologie qui est Silverlight, c'est souvent les entreprises qui font du développement intranet, extranet. Donc, je vous dirais que la plupart y pensent. La raison principale, c'est quoi? Évidemment, tout développeur ASP.NET, la plupart n'aiment pas le JavaScript, et sont tannés de gérer le view state dans un postback, gérer le concept de session, toutes les lacunes qu'on connaît, pas nécessairement juste ASP.NET, là, ça peut être dans n'importe quel langage web, ils veulent aller vers ça. Donc, ils viennent suivre des formations, on les forme et on les assiste en entreprise. On a certains projets, certains gros projets, puis on voit déjà certaines problématiques que je vais pouvoir vous parler aujourd'hui. On va pouvoir en parler un peu plus, en tout cas en long et en large, un peu plus tard dans l'émission, parce que tu connais la formule. Faut commencer par aider nos auditeurs qui n'ont pas la chance de te connaître à pouvoir avoir un peu une idée de qui est Dominique Sévigny. À Montréal, t'es plutôt bien connu, mais on a des auditeurs à travers la planète qui se disent « C'est qui ça, Dominique Sévigny? » Je suis sûr qu'ils savent déjà que t'es québécois avec ton accent. Ouais, effectivement. C'est pas la première fois que tu fais un podcast avec nous. C'est
troisième, quatrième. Trois, quatrième depuis une Donc, couple d'années. On a dit que, bon, t'as ta propre firme qui s'appelle Run at Server. Oui. T'es basé à Montréal. Run at Server, c'est la compagnie qui est reconnue pour son expertise. À l'origine, t'es reconnue pour son expertise en ASP.NET, mais depuis maintenant 24 mois, beaucoup sur Silverlight. Ouais. D'ailleurs, t'es typique du cheminement. À l'origine, t'es un MVP ASP.NET. Ouais. Et encore. Oui. Malheureusement, Microsoft ne switch pas encore, mais ça s'en vient, on lâche Mais pas. t'en as écrit, toi, du JavaScript, puis Ouais. tu comprends ce que c'est jQuery. En tout cas, tu sais tous les bénéfices qu'on pouvait avoir à utiliser la plateforme ASP.NET pour faire des sites web. Et malgré toute ton expertise, tout ton savoir-faire, à un moment donné, il y a quoi, 12 mois? 18 mois? À un moment donné, pour toi, c'était très clair qu'il fallait que tu migres vers Silverlight. Ouais. C'est-à-dire que, si je reviens à ta première question, oui, effectivement, je suis un vieux de la vieille avec Guy Barrette au niveau du groupe, l'ancien groupe VB.NET, VB qu'on appelait dans le temps, en 98. Donc, je suis pas mal impliqué au niveau communauté depuis tout ce temps-là. Donc, ça fait 12 ans que tu es impliqué dans la communauté. Ça fait 12 ans avec Guy. Guy a commencé un an ou deux avant moi même. 15 ans. Ouais, c'est ça. Puis, donc c'est ça, j'ai jamais arrêté. Seulement une année, quand ma blonde allait accoucher. Mais sinon, j'ai repris du service. Donc, c'est sûr que dans les 2 dernières années, j'ai dû un petit peu m'éloigner un peu parce que bon, avec des enfants et une entreprise, c'est plusieurs bébés finalement. c'est plusieurs, c'est comme si on gérait une CPE, donc donc c'est beaucoup de travail, mais oui effectivement, au niveau technique, j'étais un des plus mordus, je pense qu'il n'y avait pas avec ASP.NET. J'ai rentré dans Ajax en 1999. Au début, Ajax existait déjà. J'en avais fait, je me souviens, des présentations au groupe sur Ajax le temps. Mais Ajax pur, on s'entend là, pas de framework ASP.NET dans le temps. Et après ça, on s'est mis à jQuery lorsque c'est arrivé avec Microsoft. J'ai développé des sites transactionnels, les sites intranet, tout ça. Puis j'étais un des premiers lorsque j'ai parti Run at Server avec mon partenaire Laurent à dire que Silverlight non, ça marcherait pas et que en réalité Silverlight c'est du WinForms. Donc dans ma tête c'était ça, du WinForms avec un service web au niveau back-end. Puis c'est ce que je pensais honnêtement jusqu'au jour où je décroche un premier petit contrat pour une compagnie de Calgary qui s'appelle Vox Wireless, qui est très connue dans ces coins là-bas. Puis on a développé une petite application Silverlight qui était embeddée dans un web part SharePoint. Puis on a pu découvrir c'était quoi la force de Silverlight. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais retouché au ASP.NET. On s'entend. Quand on dit c'est du WinForm, la grosse différence, c'est que c'est pas du WinForm. C'est un peu comme comparer une image bitmap avec une image vectorielle. C'est un peu ça. C'est quand on tombe dans le monde vectoriel, c'est là où est-ce que l'imagination est notre seule limite, tandis qu'en WinForm, notre imagination, c'était souvent le nombre de pixels qu'on avait dans notre écran. Hein. Exactement. La première décision qu'on devait prendre comme architecte, est-ce que je suis en 800 par 600, en 1024 par 768 ou en 1280 par 1024? Une autre décision qu'on devait prendre, c'est est-ce que le fond d'écran va être gris ou gris? Ouais. Donc, en réalité, effectivement, puis un développeur WinForms, à mon avis, aura pas de la difficulté à se retrouver, sauf que au niveau du développement de l'interface utilisateur, qui est basé en XAML, donc XAML, c'est basé sur un système de balises. Donc, quelqu'un qui est habitué à faire du web est habitué de déclarer ses objets avec des balises. Le gars de WinForms qui est habitué de faire du drag and drop pour mettre ses contrôles, évidemment, c'est pas la même chose parce qu'on a un outil qui est spécialisé qui s'appelle Blend pour faire du design au niveau Silverlight et ou WPF. Et je dirais que c'est pas la même chose. Donc, on va revenir tantôt, mais le learning curve, il est assez majeur. Mais tu pourras quand même nous expliquer, toi, ton vécu, justement, de faire la migration d'un développeur web vers Silverlight. On pourra aussi essayer de voir qu'est-ce qui est la réalité pour un développeur Windows Form. Un bon vieux développeur, mettons VB6, qui dit, bon, ben là, moi, j'embarque dans la modernité en allant vers des interfaces vectorielles. Donc, on pourra discuter de ça. Mais pour continuer ta bio, donc, tu es MVP ASP.NET depuis, je sais pas, 5 ans, 6 ans? 4 ans. 4 ans, ça va vite, hein? Ouais. Puis 13 ans que tu es impliqué dans la communauté .NET à Montréal. Ça fait 4-5 ans maintenant, non 3 ans que tu as créé Run at Server. Ouais. Tu as été pendant plusieurs années un des formateurs, je sais pas si on peut dire élite, mais en tout cas qui était reconnu chez Technologia. Oui, hein, donc tous les cours ASP.NET, c'est toi qui les as donnés pendant encore plusieurs années. Depuis 2006, ça fait un bon bout. Ça va vite. Ceci étant dit, je pense que ça fait assez le tour de qui tu es.
Ouais, c'est en masse. Comme tous les êtres humains étaient un peu plus complexes que ça, mais on n'entrera pas dans le détail de la vie. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de parler de Silverlight. Donc, avant d'aller à l'entrevue lui-même, on va faire la pause et on revient. Assistez aux rencontres de la communauté .NET Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.netmontréal.com. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies Microsoft.net. N'hésitez pas de consulter un de nos experts en visitant le www.net-expertise.com. Dominique, on est rendu à la version 4 de Silverlight. Moi, je me souviens, on va faire un parallèle avec Visual Basic. On se souvient, il y a eu Visual Basic 1, Visual Basic 2. Moi, à l'époque, j'étais un programmeur hardcore C++. Je regardais ça avec un air plutôt moqueur, en disant, c'est un jouet, cette chose-là. Puis à un moment, est arrivé VB3, puis Windows 3.11, puis c'était comme le temps où on s'est dit, oups, faut commencer à migrer vers ces types de plateformes-là. Aujourd'hui, on est à Silverlight 4. Souvent, le message, c'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas une version 3 d'une technologie chez Microsoft, c'est pas le temps de migrer. Ceux qui ont migré à Silverlight 3 sont peut-être rendus compte que Microsoft, maintenant, essaie de raccourcir les cycles. Mais maintenant qu'on est à la version 4, est-ce que c'est le temps là, de foncer? Je dirais que la réponse est oui. Silverlight 1, c'était seulement un aperçu. Donc, tout ce qui était média, HTML, accessible en JavaScript par programmation, c'est un aperçu. Silverlight 2, c'était vraiment une révélation. C'est-à-dire que, premièrement, c'est une révélation, c'est un subset du .NET Framework pouvait rouler sur un Macintosh. Mm-hmm. Donc, ça, c'était vraiment quelque chose de nouveau dans le monde Microsoft. Par la suite, ça a été de dire que le langage de programmation est .NET, donc VBNet, C#, et ou autre langage. Après ça, de dire que c'est le même outil de développement, VS 2005, 2008, pas 2005, 2008 et 2010 maintenant. Donc, je te dirais que c'était en phase d'évolution. À partir de 2000, c'est-à-dire à partir de Silverlight 2, c'est un bel aperçu, mais je vous dirais que il y a pas beaucoup d'entreprises qui se sont lancées énormément Silverlight 2. Silverlight 3 a été, je vous dirais, enfin les gens disaient, OK, là on commence à avoir une plateforme solide. Mais si on regarde les nouveautés entre 2 et 3, oui, ils étaient majeurs, mais pour la business application, là où, à mon avis, mon opinion, le Silverlight a sa place, il en manquait encore. Et là est arrivé Silverlight 4 où là, on peut demander à n'importe qui dans le domaine, ils vont tous nous dire, OK, enfin, on a une version qui nous permet de développer des vraies applications business et de façon efficace. Parce que c'est ça, la proposition, là, à valeur ajoutée que Microsoft fait à sa communauté de développeurs, c'est de leur dire essentiellement, tu me corrigeras si ou en tout cas tu bonifieras la synthèse que je vais faire, mais c'est essentiellement de dire, on sait que veut pas en entreprise, on finit toujours par faire des applications client-serveur. C'est un modèle assez classique. Et aujourd'hui, si on veut, puis il y a un besoin en entreprise de déployer web. C'est-à-dire qu'on veut pas avoir à déployer poste par poste parce que c'est beaucoup trop dispendieux. Puis le modèle ASP.NET, c'était de dire, OK, tu vas avoir une technologie X, une technologie .NET pour développer ta partie serveur, et tu vas avoir une technologie JavaScript, donc une autre technologie du côté client. Et la proposition de valeur que Microsoft a faite avec Silverlight, c'est de dire, écoute, on vous ramène à un seul type de développement. Le serveur, le client vont se développer en C# ou en VB. Il y aura plus de... puis on va te donner un modèle unifié, c'est-à-dire quasiment à la Windows Form pour développer. Je dis quasiment parce que tu vas nous confirmer que c'est pas tout à fait aussi simple que ça. Et c'est ça qui est attirant pour les entreprises, c'est de dire, oups, là, j'ai plus besoin d'avoir deux catégories de types de développeurs, un qui sait faire du JavaScript ASP.NET et un autre qui sait faire du C# pour ma partie serveur. C'est essentiellement ça la proposition qui fait que beaucoup d'entreprises aujourd'hui se disent, il faut que je migre vers Silverlight. Effectivement, c'est-à-dire que on a enlevé la complexité de connaître une multitude de langages de programmation, de connaître le concept du web, le concept de postback, tout ça. Sauf que faut jamais oublier que ceux qui en font, lorsqu'ils s'en sortent après une couple de mois, ils se disent, OK, oui, ça a simplifié mon développement au niveau programmation, mais ça l'a complexifié quelque chose d'autre que les gens avaient pas vu venir, qui était le design. C'est que Silverlight est 100% vectoriel, basé sur un langage de balises, et c'est 100% extensible. Tu peux modifier tout l'aspect interface graphique de tous les contrôles de base dans l'éditeur Blend, et ce qui fait en sorte que
la possibilité des interfaces graphiques, c'est wow, tu peux faire des belles choses, sauf que malheureusement, il faut les faire, ces choses-là. Et ce n'est pas encore intuitif. L'outil de développement Blend n'est pas encore, je dirais, assez mature. Et qui utilise Blend? Les développeurs pour faire du look and feel un peu plus wow que ASP.NET puis WinForms. Sauf que, en réalité, ce que tu veux, c'est un graphiste. Mais ton graphiste travaille sur quoi? La majorité des graphistes travaillent sur Macintosh. Et malheureusement, c'était très clair chez Microsoft, on se l'est fait dire, Blend, la suite Microsoft Expression, ne sera pas accessible via une plateforme Macintosh. Ce qui fait en sorte que ton graphiste, il faut que tu l'amènes, à travailler sur PC. Déjà, en partant, ça va pas bien. Deuxièmement, il faut que tu lui montres un outil vectoriel. Il y en a déjà un qui est Illustrator, d'Adobe. Donc, il faut qu'il apprenne un autre outil. Et toutes les plugins d'exportation vers Blend, par exemple, comme Adobe Illustrator ou Photoshop, c'est pas encore mature. Donc, je vous dirais, dans la communauté, il manque encore de la maturité pour qu'un graphiste Macintosh puisse commencer à développer avec nous. Mais là, attends, si je t'entends bien, là, Dominique, avoir un designer, donc un spécialiste de l'expérience utilisateur, si tu fais du Silverlight, c'est assez fondamental. Parce que, comme tu dis, on a enlevé la nécessité d'avoir comme deux catégories de développeurs en disant tu vas pouvoir avoir une seule catégorie de développeurs, des développeurs C# ou VB. Mais de l'autre côté, vu qu'on fait maintenant des interfaces vectorielles, ça te prend des gens qui sont capables de penser à l'expérience utilisateur. Mais là, le message que tu me dis, c'est que ces gens-là, ils voudront pas travailler sur la plateforme Windows, ils voudront pas travailler dans Blend. Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité sur le terrain? Ben, en réalité, c'est que t'as pas le choix, c'est que en tant que développeur, tu n'as pas le choix d'apprendre beaucoup plus de choses côté design. Microsoft dans Blend te met beaucoup de on appelle ça des behaviors qui te permettent de faire du drag and drop puis de faire. Donc ils te fournissent des comportements pré-cannés. Ils te fournissent déjà des comportements. Tu peux en développer toi-même. Sur le site de Microsoft Expression, tu peux en télécharger. Tu peux utiliser ça, mais dans la vraie vie, c'est que tu vas vouloir faire des choses encore plus poussées parce que la technologie te le permet et malheureusement, tu ne pourras pas le faire sans avoir de graphisme parce que bon, on n'a pas les notions de gradient, drop shadow, des on n'a pas l'œil, on n'a pas l'œil, c'est pas notre métier. C'est pas notre métier. Mais l'histoire se répète, hein, parce que moi j'ai connu les débuts là, du web, puis dans les équipes de développement, il n'y avait pas de graphisme. Puis il a fallu intégrer ces gens-là. Puis aujourd'hui, tu penserais pas avoir à développer un site web au complet sans l'intervention d'un graphiste. Je dirais même que c'est même plus ardu que ça parce qu'à cette époque-là, tu avais des gens qui venaient de deux univers différents qui avaient de la misère à se rencontrer, c'est-à-dire les gens qui venaient du domaine du graphisme, qui travaillaient sur Mac, qui faisaient des sites web, les développeurs qui venaient du monde, programmation, ASP, ces choses-là. Et c'est les entreprises qui ont su marier les deux. Toi, tu as travaillé pour une de ces firmes-là, Neuron, qui ont pu grossir et devenir assez grosses, même encore aujourd'hui, parce que ça prenait le mix des deux métiers. Donc, ce qu'on peut dire que dans les organisations, parce que comme tu dis, ceux qui adoptent aujourd'hui Silverlight, c'est beaucoup en entreprise. Oui. C'est pour remplacer souvent leur application vieillotte. Mettons, on a des applications en VB6. Leur fat client, là, remplacer un fat client. Mais eux, ce qu'ils doivent faire, c'est ma recommandation, c'est prenez vos graphistes et commencez les formations. Commencez à apprendre Blend parce que dans le temps du web, oui, on jumelait un graphiste avec un développeur. La différence, c'est que le graphiste, tout ce qu'il avait à apprendre, c'est à faire des images plus light pour le web, parce que ces gens-là n'étaient pas habitués. Lorsqu'on fait de l'impression, on peut faire des JPEG de 2 MB. Sur le web, ça marche pas. Donc, ils ont dû s'adapter au web et diminuer la qualité de ce qu'ils produisaient. That's it. Ils continuent avec les mêmes outils, ils faisaient encore du JPEG, des PNG, des GIFs. Ça l'a pas changé. C'est pas drastique. C'est pas drastique. Mais le métier a fait en sorte que ces personnes-là ont su créer finalement des pages, des layouts, des designs qui font en sorte que ça fonctionnait sur le web. Puis il y a aussi le métier d'intégrateur qui s'est développé. Qui prenait finalement les espèces de maquettes là, qui ont été faites par les designers, les brisaient les images, puis faisaient du HTML pour intégrer tout ça. Mais là, ce qu'on s'aperçoit là, c'est qu'on a un besoin. Ce besoin-là, là, il est encore important. En réalité, le besoin d'intégrateur et de graphiste, c'est le graphiste qui va faire l'intégration. Parce que quand même, malgré cette difficulté-là, Blend et Visual Studio pour le développeur se marient très bien. Le même fichier de solution, le même fichier de projet. Ce qui fait en sorte que le designer peut vraiment faire sa job de son côté
Le développeur peut utiliser ce que le designer a fait de façon transparente. C'est beaucoup plus harmonieux de travailler ensemble. Donc, ça va bien là-dessus. Moi, je sais pas, mais mon expérience personnelle, les quelques grosses entreprises avec lesquelles j'ai travaillé à Montréal, dans les équipes, il n'y en a pas de designer, là, c'est des développeurs. Souvent, il y a une ressource qui était celui qui était souvent il y avait l'étiquette, c'est notre gars de UI, c'était celui-là qui aimait plus, s'intéressait plus. Souvent, c'était le gars qui avait le talent de recopier l'interface à la Microsoft Office, parce que c'était le modèle qu'on prenait pour faire nos grilles. Est-ce que c'est encore ce même modèle-là qui va se perpétuer avec Silverlight ou c'est vraiment pas ça qui est... Au contraire, ça vient de mettre un pied à terre, c'est-à-dire que les entreprises ont maintenant plus le choix d'avoir un gars qui va être 100% dédié au UI et évidemment un graphiste. Donc, Silverlight va créer d'emplois, si on peut dire. Silverlight va nécessiter un coût de développement d'interface graphique plus élevé. Ça, c'est clair, net et précis, et nous, on le voit partout où on passe. On a des demandes énormes au niveau du design. Les gens n'ont pas cette expérience-là, on n'a pas l'expertise, et on est appelé beaucoup à faire des interactions. C'est-tu des vrais designers qui viennent, ou c'est des gens qui se recyclent dans ce métier-là, c'est-à-dire soit c'est des développeurs qui avaient un intérêt beaucoup plus vers l'être humain, donc qui s'intéressent plus à comment un utilisateur peut se comporter, puis ils disent moi, concevoir des interfaces, ça m'intéresse, puis ils se disent plutôt qu'écrire des lignes de code en C#, j'aimerais plus faire ça, puis ils veulent se recycler, ou c'est vraiment des gens qui étaient des graphistes, des hardcore Mac qui veulent se recycler c'est quoi que vous voyez dans l'industrie aujourd'hui? Présentement, ce qu'on voit dans l'industrie, c'est qu'il y a personne qui veut aller faire ce job-là. Donc, on a la vraie vie, c'est que le graphiste Mac veut pas y aller et le graphiste Mac veut pas y aller et le développeur, même s'il veut y aller, il a pas les compétences de le faire. Ça, on le voit partout. Donc, ce qui fait en sorte que si le développeur décide de faire lui-même, ça coûte extrêmement cher parce que c'est extrêmement long. C'est pas son métier aussi. C'est pas son métier et le résultat sera pas là. Et le graphiste qui l'apprend, le learning curve est d'au moins, je vous dirais là, un bon 6 mois facile. Donc, juste le learning curve d'un développeur ASP.NET, on dérive un peu, là, mais le learning curve d'un développeur ASP.NET, moi, là, connaissant très bien ASP.NET, très bien Ajax, en partant de zéro sur un projet concret, full-time, après 3 mois, je me suis dit, OK, j'ai fait un bon step. Après 6 mois, je me suis dit, parfait. Maintenant, je suis capable d'en faire de façon à l'aise. Mais 6 mois d'apprentissage, quand ça fait 10 ans que tu fais du .NET, ASP.NET, c'est, à mon avis, c'est assez énorme. Mais ça t'a pris combien de temps commencer à lire du code qui avait de la valeur pour un client? Ça n'a pas pris 6 mois quand même. Ça n'a pas pris 6 mois. Donc quoi? La valeur, tu le vois. Après un mois et demi. En maximum un mois, tu vois déjà que ça a de la valeur puis que. Donc, quand même, dans ton processus, dans cet apprentissage-là, tu livrais quand même des fonctionnalités à ton client. Donc, on parle de maîtriser la plateforme, là. Oui. Je veux juste revenir sur l'aspect design. Là, présentement, il y a un surplus de ressources des designers ou des programmeurs Flash. Est-ce que ça serait pas un pont logique pour ces personnes-là d'apprendre Blend, d'apprendre XAML? Ben, c'est ce qu'on voit, c'est que certaines personnes qui travaillaient dans Flash aujourd'hui commencent à regarder Silverlight plus sérieusement parce que bon, Silverlight a pris quand même une bonne longueur d'avance, c'est normal, c'est la compétition. Puis Flash va devenir encore meilleur aussi dans les prochaines années, je crois. Mais en Silverlight, effectivement, c'est des anciens de Flash qui s'y mettent. C'est pas le même modèle, c'est pas le même modèle d'animation, c'est pas la même chose. Mais oui, il y en a encore qui y vont. Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas un taux de pénétration au niveau du grand public plus élevé avec Silverlight, quoique au Canada, c'est le plus haut partout dans le monde, environ 65% pour le moment. Peut-être la Norvège connaît un peu plus, je pense. Aucune idée, peut-être, mais... À cause qu'eux autres, ils ont l'équivalent de la télévision sur Internet, c'est en Silverlight. Donc, ça, les stats, on peut aller voir. Il y a un site qui s'appelle riastats.com. On peut aller voir les stats, mais Silverlight, va falloir qu'il y ait un taux de pénétration au niveau des navigateurs plus élevé. Ça s'en vient, mais il faut jamais oublier que Flash, ça fait plus que 10 ans que ça existe. Ouais. Silverlight, c'est très récent, donc ils ont encore beaucoup à aller chercher. De là où Microsoft, je pense, n'ont pas misé sur le côté grand public, mais ont vraiment misé sur le côté business. Ouais, hein. Là où ils ont toujours été forts, là où ça a toujours marché, et là on le sent, nous autres, juste en training, en formation Silverlight, on voit toutes les entreprises qui commencent à envoyer leur programmeur ASP.NET vers Silverlight, donc on le voit. Mais on est passé de ASP classique, du bon vieux spaghetti, à ASP.NET, qui était plus structuré, avec certains problèmes. Tu parlais tout à l'heure de ViewState, certaines limitations. Puis là, la tendance au niveau web, c'est d'aller avec MVC. Donc, la problématique avec tout ça, c'est le nombre de lignes JavaScript incroyables qu'on doit coder. Est-ce que
le fait que ça coûte plus cher développer des sites assez flyés avec MVC, par exemple, est-ce que c'est une des raisons qui fait en sorte que les compagnies sont en train de regarder le développement Silverlight? Peut-être, sauf que ils vont se rendre compte assez rapidement, par exemple, qu'en arrivant à Silverlight, ils vont être, uniformes sur tous les langages de programmation. Ça va être plus clean, ça va être plus beau, tout plein d'avantages, mais ils vont se rendre compte qu'ils ne diminueront pas leur temps de développement. Ça, c'est clair, net et précis. Au contraire, même, il va coûter un peu plus cher. Le résultat va être de loin supérieur. Mais parce que les attentes sont plus élevées, on veut ça, plus de wow, on veut... Exactement, c'est ça le problème, c'est que c'est que la technologie te crée une attente. Pourquoi elle crée une attente? Regardez juste les iPhones et les iPads. Ouais. Tout vient de là, et tous les clients qui me parlent en Silverlight me demandent: peux-tu me faire comme le iPhone? Peux-tu me faire comme l'iPad fait? Peux-tu me faire des interfaces comme ça? Et là, on leur dit oui, on va le faire, mais ça va coûter cher. Et voilà. Et on le fait, on réussit, mais effectivement, ça coûte très cher. D'après vous, comment Macintosh doit investir juste en portion d'interface graphique dans leurs produits? Tout est misé là-dessus. Moi, je vais te poser une question, Dominique. Est-ce qu'on fait pas juste reporter le coût en avant-scène, en disant, écoute, je vais te faire une interface conviviale, facile d'utilisation, et j'enlève toutes les... Tu sais, moi, j'ai connu en entreprise les fameuses applications où ça prenait... Un nouvel employé, ça prenait 6 mois avant de comprendre comment être capable vraiment d'utiliser l'application, où est-ce qu'il fallait qu'il clique, puis parce que là, on l'assoyait avec un autre employé qui montrait, oublie pas, clique pas là, parce que clique là, ça va cracher. Ça coûte de l'argent, ça aussi, hein. Le fait que les applications étaient vraiment pas conviviales, difficiles à utiliser, fallait quand même pallier à ça, mettre en place différents mécanismes de formation. Donc, si on leur fait des applications, en tout cas qui théoriquement sont plus simples à apprendre, oui, ça coûte plus cher upfront, mais théoriquement, ça devrait coûter moins cher à l'utilisation. Donc, peut-être que ça revient à coût égal à la fin. Peut-être, mais un développeur, ça coûte cher. Oui. Puis un graphiste aussi. Les deux ensemble te coûtent plus cher que dans le temps quand tu avais un développeur. Effectivement, au niveau training, peut-être. Mais tout ça pour dire que ça a généré du travail supplémentaire, puis du travail qui est complexe. Et au niveau ressources, présentement, c'est excessivement difficile de trouver des gens qui font du développement. Vous le voyez, il n'y a pas de ressources disponibles sur le marché. Effectivement, nous, on le voit présentement, on a quand même des très bons et très gros projets en Silverlight, puis c'est excessivement difficile de recruter des gens dans ce domaine-là, parce que la technologie est nouvelle, mais ça va changer d'ici 3, 4, 5 ans, c'est sûr. Mais là, à l'heure actuelle, c'est la difficulté. La techno commence à prendre dans les entreprises, elle commence à être intéressante, mais le staff est pas là. De là où la formation fonctionne très bien de ce temps-ci, donc... ce qui est intéressant, parce que vous couvrez les deux côtés. Pour les deux niveaux. Puis on voit déjà les entreprises. Puis je suis pas ici pour nommer des noms, mais toutes les grandes entreprises que vous connaissez à Montréal qui font de l'ASP.NET ont tous passé par nous pour des formations dernièrement, durant les dernières années. Et ça veut dire que d'un, ils sont en train de regarder, donc ils s'intéressent à Silverlight. Ouais. Ça veut pas dire qu'ils ont fait le saut, là. Non, on fait beaucoup de preuves de concept aussi. OK. C'est la grosse demande, c'est beaucoup des preuves de concept, de voir comment ça fonctionne, où on peut aller, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut faire ceci, et ainsi de suite. Le taux de pénétration est encore mineur, mais il y a quand même des très gros projets à Montréal en Silverlight. Je vous parle de projets de plusieurs millions de dollars qui existent en Silverlight à ce moment. Il y a des entreprises qui se sont lancées et le gouvernement du Québec commence à regarder à gauche et à droite. Le gouvernement du Québec est un gros employeur d'ASP.NET en Amérique du Nord, puis il commence beaucoup à regarder tout ce qui se passe alentour de cette technologie-là pour justement offrir des interfaces graphiques hyper évoluées. Mais c'est pas juste ça aussi, c'est qu'à quelque part, les gens ont toujours rêvé de ramener la simplicité qu'avait le modèle Windows Form, puis de réussir à avoir les bénéfices que nous donnait le modèle web. Et à quelque part, le message de Microsoft, même si en pratique, il est peut-être pas vrai, le message de Microsoft, c'est je t'offre ça avec Silverlight. Effectivement, c'est un hybride, c'est-à-dire que t'as le déploiement facile, t'as l'interface riche, t'as ta logique d'affaires sur le serveur via des services web. Fait que t'as à quelque part un modèle avec une interface graphique qui est incroyable. Mm-hmm. Donc t'as le modèle idéal. Mais le modèle idéal, oui, ça reste que ça se passe tout en 18 pouces en arrière du clavier. C'est un bon programmeur. Mais là, Dominique, je vais te poser une question. Imaginons que là, j'ai une application VB6 qui est faite avec des grilles, les grilles standards qu'on avait à l'époque, des drop-down, un tree view. Puis que là, je me dis, écoute, moi là, je veux pas revoir toute la navigation, je veux garder le même genre de navigation, donc un tree view, par exemple, une grille, c'est ce qu'on connaît, là, très classique, un look and feel à la Microsoft Office.
Si demain matin, je veux faire ça avec Silverlight, les contrôles de base qu'on me fournit, c'est ce qu'ils m'offrent. Ouais, c'est-à-dire que les contrôles de base, on les connaît, Xbox, bouton radio, bouton data grid. Donc, dans tout quelle ça. mesure un développeur pourrait pas bâtir l'interface? C'est sûr qu'il y a une courbe d'apprentissage parce on a des balises maintenant. Donc, un développeur Ouais. VB6 va dire, c'est quoi cette histoire de balise-là? Mais un coup, cette barrière-là comprise, là, mettons un mois plus tard, là, il a réussi à positionner son tree view à droite, après ça, son grid. Et là, comment il communique avec le serveur? Donc là, il y a l'apprentissage. C'est là où l'apprentissage, c'est-à-dire que si on décide de faire des interfaces simples, avec ce qui existe déjà, on va faire une application WinForms gris standard qui va être un petit peu plus évoluée, plus clean. Effectivement, ça va être exactement la même chose. Mais lorsqu'il va va être le temps de faire les accès aux données, c'est là que ça change. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait un service web ASMX, WCF, standard? Oui, on peut. On peut utiliser Area Services, qui est un hybride où tu développes des objets serveurs et ils sont copiés côté client, ou tu prends des services web qu'on appelle WCF Data Services, donc son ancien nom c'est ADO.NET Data Services, où tu es capable d'exposer un modèle entité qui s'appelle Entity Framework dans le monde Microsoft via HTTP, donc par des requêtes REST. Tu as comme multitude de technologies serveurs qui te permettent de faire ça. Et là, ça devient complexe pour une et simple raison, le développement asynchrone. Quelqu'un qui est pas habitué du développement asynchrone, quand tu as 6 tâches à faire une après l'autre, et que tu dois attendre le résultat de chacune de tes tâches pour exécuter la suivante, tu te rends compte que, OK, c'est pas la même game, c'est pas du procédural et c'est assez complexe. Donc là, tu as toute l'histoire de ta requête asynchrone sur le serveur se fait sur un thread différent que le UI. Faut que tu ramènes ta réponse sur le thread du UI. Faut que tu gères ces choses-là. Le fameux data binding, comment ça marche? C'est totalement différent qu'est-ce qui existe en SPNet, totalement différent qu'est-ce qui existe en WinForms. C'est vraiment donc, deux mondes. Une courbe d'apprentissage sur vu que tu pourras plus avoir un bon vieux client-serveur où tu faisais des requêtes directement ta pleine Starbucks sur le serveur de la BD, là. Puis ça, là, ça, c'est une chose vraiment importante. Silverlight ne peut pas communiquer avec une base de données. Silverlight peut communiquer uniquement avec un service web, par exemple sur le port HTTP, ou ça peut être un service web WCF sur un port TCP direct, mais ne peut pas communiquer avec une base de données. Donc, tu es forcément en architecture 3 tiers. Forcément architecture 3 tiers. Puis, on s'entend 80% de ce qui existe en entreprise, mon expérience personnelle, en tout cas, c'est 80% c'est du 2 tiers. Et voilà. Et l'autre tiers étant des star procs sur un serveur de BD. C'est ça. Donc, il y a pas beaucoup de monde qui font du vrai 3 tiers. Ouais. Le Microsoft, avec ce modèle-là, te le force. C'est pas une mauvaise chose. C'est plus clean, c'est bien fait, sauf que effectivement, ça t'amène la courbe d'apprentissage du UI, du templating de contrôle, du graphisme, du data binding, de l'accès aux données, ton requêtage. Donc, oui, c'est comme plusieurs choses à apprendre en même temps. Si je t'entends bien, là, il y a une traction dans l'industrie. L'industrie va aller là parce qu'elle voit les bénéfices. Les gens ont envie d'interfaces très conviviales à la iPhone, à la iPad. Ils disent, c'est ça que je veux parce que je l'ai sur mon téléphone, pourquoi je le réponds dans mon entreprise. Par contre, la complexité va probablement faire en sorte qu'on va aussi avoir des titres dans les journaux à un moment donné qui vont annoncer que tel projet est un échec, puis une compagnie a dépensé X millions de dollars, puis sans même être capable de livrer des fonctionnalités attendues. Donc, faut s'attendre qu'il va y avoir des échecs parce qu'il y a une courbe. Je pense que des échecs, il y en a dans n'importe quel type de projet. Là, je pense que ça se passe pas mal plus au niveau des individus. Mais est-ce que Silverlight va faire en sorte qu'il va y avoir des échecs monumentaux? Je pense pas. Parce qu'il faut jamais oublier que tes services web, Silverlight, c'est ta couche de présentation. Je veux dire, si tu as bien fait tes services web, tu as bien fait ton back-end, tes accès aux données, je veux dire, demain matin, je suis capable d'aller plugger au niveau de mes services web un site web ASP.NET ou WinForms. Donc, je suis capable rapidement de me dégager. Donc, la défaite, quelqu'un pourrait dire, c'est à cause de Silverlight que j'ai flanché. Ça, c'est Non, c'est ridicule parce que ça peut pas arriver. Parce que je veux dire, étant donné que le modèle 3 tiers est forcé, ben forcément, tu as fait ta business logic, ces serveurs, avec des services web. Donc, oui, puis tu as appliqué les meilleures pratiques. Là. Si tu as appliqué les meilleures pratiques au niveau de séparation logique de des différentes couches, l'accès, la présentation, puis au niveau des donc, données. on s'entend. Là, pour ceux qui disent, il y a des spécialistes des échecs qui trouvent toujours moyen de s'en tirer, ce que j'appelle les couleuvres, ou en tout cas ces gens-là vont peut-être essayer d'utiliser la raison, c'est Silverlight, c'est nouveau, c'est ci, puis c'est ça, mais pour ceux qui nous écoutent et qui vont se retrouver à un moment donné à devoir écouter ces discours-là, vous pourrez leur dire non, je jette pas, parce que c'est pas une vraie raison.
Non, effectivement. Donc, moi, j'y crois pas. Silverlight te permet de faire beaucoup de choses. Ça prend un bon gestionnaire de projet qui va bien scoper les développeurs pour pas qu'ils partent dans en bon anglais, un trip technologique. Donc, pour pas que, parce que c'est très facile d'aller décider que le bouton, tu le veux d'une autre forme, ben, tu peux éditer tous les templates de tout ce qui est créé en XAML. Faut faire attention parce que c'est facile de dérouter ton projet. Mais tu sais, il y a un dicton en anglais qui dit simplicity win. Donc la simplicité est toujours gagnante. Ouais, mais la simplicité coûte cher à développer. Oui, mais il y a une façon de créer de la simplicité, c'est de pas dupliquer puis d'avoir différentes façons de faire les choses. Donc, est-ce qu'on pourrait dire qu'une très bonne pratique en allant à Silverlight, c'est un moment donné de faire son choix. Comment on va faire notre couche présentation et après ça, dire c'est comme ça qu'on le fait. Comment on va faire, tu parlais tout à l'heure de nos accès à notre serveur. Est-ce qu'on va le développer en WCF? Est-ce qu'on va prendre des RIA Services? Faites un choix à un moment donné, puis après ça, assurez-vous d'être cohérent puis de toujours faire ça. Laissez surtout pas chacun de vos développeurs choisir une façon différente parce que ça sera plus maintenant. C'est ça, exactement. Puis quelqu'un qui décide d'aller vers une technologie, il faut qu'il vive avec ses faiblesses, avec ses forces. Puis ils en ont chacun une. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup WCF Data Services. C'est encore pas mature, ça s'en vient, mais c'est l'avenir parce que quand on décide de cette technologie-là, ben tous les accès, par exemple, à Silverlight sur Windows Mobile vont se faire par il appelle ça du OData, vont se faire à partir de ça. Donc, c'est quand même une des technologies d'avenir. Il faut penser un peu plus loin. Donc, tout ça pour dire que c'est des choix. Dominique, tu nous disais que Silverlight, de par le fait que c'est du vectoriel, va amener la naissance, ou en tout cas la concrétisation, je ne devrais pas dire la naissance, mais la concrétisation du métier de designer en entreprise. Est-ce que ça va pas aussi formaliser le besoin d'avoir des architectes applicatifs qui au moins statuent sur ces grandes décisions-là qui sont souvent très difficiles à renverser, donc des fameuses décisions irréversibles comme j'ai fait en WCF, ma communication. Toutes ces types de décisions-là qui doivent être formalisées, est-ce que ça va pas amener ça aussi? Ça va être aussi complexe que choisir entre C# puis Java, si vous vous souvenez, dans les années début de .NET. Mais oui, effectivement, il faut mettre en place plusieurs architectures. Et non, ce n'est pas, à mon avis, juste un développeur qui peut faire ça lui-même. Parce que toi, les gros projets sur lesquels tu participes aujourd'hui, puis il y avait toujours au moins un architecte dans le décor. Oui, effectivement, sur des gros projets, il y a toujours un architecte. Donc, on s'entend, mais c'est pas tout le monde qui connaît ces technologies-là. Donc, faut les apprendre, et même, je vous dirais que même aujourd'hui, peu importe l'architecte que tu es, tu te rends compte que la technologie est pas encore à 100% mature et tu dois faire des workarounds, des contours, on peut dire en français, de technologie à chaque semaine. Tu es toujours en train de faire quelque chose parce qu'évidemment, c'est pas tout qui est supporté. Donc, tu aurais quasiment toujours intérêt à faire des preuves de concept sur tes choix d'architecture très tôt dans ton projet pour valider que ça marche bien comme tu l'entends. Effectivement. Puis, faut tester. Il y a beaucoup de choses. Silverlight n'empêche pas qu'il faut tester si ton application est scalable, qu'on dit si ton application peut répondre à la charge, comment qu'on fonctionne maintenant en load balancing. Si tu as plusieurs serveurs en arrière, tes serveurs WCF, est-ce que tu rentres en mode pour avoir des variables sessions avec ASP.NET, il y a des questions, c'est majeur, là. Donc, je vous dirais que je veux pas décourager les gens, c'est le fun comme technologie, tu ne veux plus toucher à ASP.NET après, mais attendez-vous à travailler beaucoup et très tard et à lire beaucoup énormément. En fait, c'est une technologie qui est jeune, donc le taux, je dirais pas qu'il est immature, mais les gens sont immatures avec cette technologie-là parce que c'est nouveau. On est tout le monde, moi je mets ça dans le même bateau, là. Microsoft nous a lancé une belle technologie qui est pas complète. Puis on est tout le monde en train d'essayer de trouver comment la compléter. Puis on est un paquet de monde à faire des mini frameworks. On est un paquet de monde à essayer de remplir les blogs, remplir les forums de discussion. Tout est à faire en Silverlight. Tout est à faire pour les prochaines années. Tu vois, l'émergence du patron MVVM, par exemple, on en parlait juste avant d'enregistrer. Là présentement, là, il y a plein de frameworks. Là. Tout le monde sort un petit framework là, pour faire exactement la même chose
un petit peu différents. Chacun a des plus, des contre. Mais là, c'est ça. Là. On est vraiment là, tout est en train d'émerger tout ça. Ça va prendre peut-être 1 an, 2 ans encore avant que le taux de maturité là soit plus élevé. Là. Mais toi, Dominique, écoute, ça fait 13 ans que tu es impliqué dans la communauté.net, donc tu as connu la bonne vieille époque du com. Ouais. Tu as connu la migration à .net, quand Ouais. Microsoft a annoncé .net en 2000, puis finalement en 2001, 2002, les premières versions. Est-ce que tu dirais que le choc est aussi grand que ça pour d'aller vers Silverlight? Parce que ça change pas juste quelques Je pense aspects. pas que le choc était aussi grand de passer de, par exemple, VB6 à .NET, ASP classique à ASP.NET. Ça, c'était vraiment majeur. Mais depuis que .NET existe, en 2001, je vous dirais que c'est le c'est le plus gros step majeur dans le monde .NET, si on peut dire. Parce que le jour où on a décidé, par exemple, d'adopter WCF, donc on s'est dit, on va faire notre communication d'une façon différente, c'était juste une partie de notre architecture qui changeait. Mais tu vois, ça, c'était un step super important. Moi, quand ça a sorti, là, j'ai sauté absolument là-dessus parce que ça réglait tellement de problèmes, ça créait tellement de possibilités. C'est un petit peu comme Silverlight au niveau de présentation, là. Ça règle beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de possibilités, mais ça reste Sauf qu'il faut être conscient que Silverlight n'a pas que des enjeux de présentation, il te force des choix d'architecture fondamentales, comme je peux pas, à partir de l'application Silverlight, appeler une base de données relationnelle avec une StarProc. Ça marche plus, ça. Non, puis tu peux pas faire du code procédural. Je vais vous donner un exemple aussi niaiseux que ça. Je vais appeler ça une forme, là, mais c'est un écran, un layer qui s'affichait via une animation. Dans cet écran-là, j'avais un textbox, puis c'était une zone de recherche. Mais aussi niaiseux que j'aimerais ça que le focus soit donné automatiquement sur le textbox par défaut. OK? Ben, Quelque chose qu'on fait très souvent dans un WinForm. Tu viens dans un WinForm, FormLoad ou PageLoad en ASP.NET, tu peux dire txtsearch.focus. OK? That's it, c'est la même ligne de code. Le code, c'est fait. T'essayes ça, tu fais start, tu pars, et une fois sur deux, une fois sur 3, le focus se met, puis 2 fois sur 3, il se met pas, puis tu te demandes, c'est aléatoire. Des fois, le focus est là, des fois, le focus est pas là. Donc, le genre de bug qu'on aime. Pourquoi? C'est exactement. C'est simple, vous allez dire, mais imaginez quand c'est des problèmes d'ordre de data access, ça devient majeur. Celui-là, c'est simple. L'animation est démarrée. Le load le load du user control qu'on appelle est déjà chargé. Tu mets le focus sur un contrôle, l'animation est pas complétée. Elle reprend le focus. Exactement, elle perd le focus. Donc, c'est toutes des choses que, par exemple, je devrais mettre mon focus lorsque l'animation est complétée. Donc là, je devrais aller sur mon animation complete. Mais c'est toutes des choses nouvelles, des animations en WinForms, en ASP.NET, tu vois pas ça. Donc, c'est tout. Oui, tu veux faire des belles choses, mais le développement supplémentaire que ça t'amène à réfléchir, t'en as pour minimum 1 an à vraiment couvrir tous les cas. Aujourd'hui, nous autres, ça fait assez longtemps qu'on en fait. On commence à connaître tous les trucs comme ça, justement. Pourquoi que le focus se met pas à telle place? Oui, mais tu fais une animation. Attends de façon asynchrone que l'animation soit terminée. Et là, tu as tout le système de callback que là, tu dois implémenter. Mais Dominique, le jour où tu as maîtrisé ça, c'est incroyable. C'est incroyable, et c'est plus qu'incroyable. C'est-à-dire que tu sais que tu devrais, en tout cas pour quelques années, ne pas avoir à réapprendre autre chose, parce que Microsoft a annoncé que pour tout ce qui est leur téléphone, donc tout ce qui est le Windows Phone, c'est Silverlight. Oui. Donc, il y a des fortes chances que si on te demande de développer des applications mobiles, ben que tu n'auras pas une grosse courbe d'apprentissage. Tu peux quasiment dire moi j'ai 50 ans, mais c'est pas mon but dans la vie d'aller à la retraite, mais supposons que je me disais quelle technologie il faut que j'apprenne qui serait peut-être ma dernière avant que j'arrive à 65 ans. Silverlight, définitif. Il y aurait des chances. Bon, dans mon cas, moi, je vais prendre le CSC à 90 ans, ou en tout cas le jour où je serai dans un foyer. Dans un foyer plus capable de penser, mais pour les êtres normaux qui eux autres voient le travail peut-être juste comme quelque chose qui, en tout cas, les gens qui rêvent de retraite, ils peuvent se dire à quelque part que c'est peut-être leur dernière technologie qu'ils vont apprendre. Effectivement, puis le learning curve il est élevé, mais c'est le fun. Honnêtement, en termes de plaisir, moi je le vois, mon staff chez Ronat qui travaille sont tous en Silverlight. On est fiers de ce qu'on fait en Silverlight. On a réussi, nous, à vraiment quitter le monde ASP.NET. On a fait uniquement du Silverlight, puis les gens sont heureux, les gens travaillent plus tard, les gens mettent vraiment l'effort nécessaire, puis parce qu'ils voient une possibilité incroyable à travailler là-dedans. Donc, je vous dirais que c'est, à mon avis,
Je disais pas ça il y a 3 ans, mais à mon avis, c'est la technologie d'avenir chez Microsoft. Ben, On c'est regarde sûr. juste l'investissement qu'ils ont fait là-dedans. À mon avis, c'est la technologie. Il y a même des rumeurs, j'ai déjà entendu ça, je m'avance pas trop, mais il y a des gens qui disaient que WPF, un jour, serait peut-être renommé Silverlight for Desktop. Donc, tu sais, on voit que ils veulent vraiment aller vers ça. Puis, à mon avis, on en a pour un minimum d'un autre 10 ans avec ça. À mon avis, c'est le futur de la plateforme .NET. C'est Silverlight. Ça, c'est un bon point. Tu mentionnes WPF. Est-ce que vous avez des demandes au niveau d'applications plus standard C'est-à-dire WPF? que ce qui est arrivé, c'est que dans toutes les preuves de concept qu'on fait, c'est que Silverlight a été bien... le marketing de Silverlight a été bien fait, ce qui n'a pas été fait en WPF. WPF était là pour succéder à WinForms. Ça n'a pas été fait. Les gens n'ont pas embarqué. Et lorsque Silverlight est arrivé, tout le monde disait « Wow, c'est quoi ça? » On a commencé à faire des preuves de concept et souvent, on a eu des contraintes technologiques que Silverlight ne supporte pas. Et là, les gens disaient « Ben oui, mais on fait quoi si on veut le faire? » Ben, tu peux faire exactement le même interface graphique avec WPF, mais là, il faut t'installer tout le .NET Framework sur le poste du client. Tandis qu'avec Silverlight, c'est seulement un plugin dans le browser. Donc, c'est un peu différent. Mais WPF marche de plus en plus à cause de Silverlight. C'est en plein ça. Donc, présentement, il y a du développement de WPF qui s'est jamais autant fait parce que Silverlight a amené des contraintes technologiques, mais a démontré au grand public que voici la techno qu'il y a chez Microsoft. Et de là où beaucoup de développement de WPF. C'est drôle parce que WPF est sorti avec le Framework 3, Oui. donc il y a plusieurs années. Il n'y a pas eu de traction vraiment là au niveau de WPF. Là, on a Silverlight. Là, il y a une traction énorme au niveau de Silverlight. Puis là, les développeurs apprennent XAML, apprennent comment ça fonctionne. Puis là, ils disent, faut faire un client-serveur, on faut être connecté à la base de données. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On fait un WPF. Puis Exactement. le XAML, c'est la même chose. Il y a des petites différences là, au niveau du... Si tu connais bien WPF, tu vas en Silverlight, tu fais juste fermer une coupe de switch dans ta tête, puis c'est fait. Donc, c'est un subset de WPF, puis effectivement. Est-ce que vous avez des demandes aussi de gens qui disent « Ah, nous, on aimerait ça avoir une partie web, puis une partie client là, puis on voudrait que ça soit compatible, le Silverlight et le WPF? » Non, parce que maintenant, avec Silverlight 4, tu as le mode out of browser qu'on appelle, où tu peux installer ton application du navigateur sur le poste du client directement, même si tu es en Macintosh. Et tu peux aller encore plus loin, qui est un mode qu'on appelle Elevated Privilege, donc qui te permet, à partir de ton application installée sur le poste, d'accéder à toutes les ressources matérielles, toutes les ressources physiques de la machine. Ceci dit, Windows au complet, parce que tu peux parler à l'API COM, tu peux faire de l'interop, tu peux parler aux imprimantes, port RS-232, port USB. Autrement dit, Silverlight, tu fais tout ce que tu veux sur la machine en intranet, sur PC seulement, pas sur Macintosh, mais le mode Elevated Privilege est disponible seulement. Quels sont les scénarios à ce moment-là où il faut vraiment que tu prennes du WPF? À mon avis, il y a un blog que je pourrais peut-être vous envoyer, qu'on pourrait peut-être mettre sur le site. Il y a un des développeurs chez Microsoft de WPF, il expliquait exactement certaines choses. Justement que si tu as besoin de, par exemple, un outil qui va faire beaucoup de rendering UI, du vrai 3D, ce qui n'existe pas en Silverlight, du vrai 3D, des choses qui demandent des ressources matérielles énormes, qui demandent des ressources mémoire énormes, tu vas le faire sans Silverlight. C'est sûr que en WPF. Si tu veux te greffer un outil existant, genre Visual Studio, puis tu veux faire un add-in, ben là, il va falloir que tu le fasses en WPF parce que c'est ça la technologie native. Donc, il y a quelques scénarios comme ça, mais de moins en moins. Non, on va mettre le exactement. lien sur notre site pour les auditeurs qui pourraient être vous intéressés. trouvez ça, puis vous allez avoir une bonne différenciation de WPF et Silverlight. Dominique, je pense que tu l'as dit plusieurs fois dans l'émission, mais tu reviendrais jamais en arrière. Tu ne retourneras jamais faire du développement. Malheureusement, je retournerai pas. J'ai certains employés qui donnent la formation Silverlight et ASP.NET et c'est très difficile parce que la simplicité de ne pas connaître plusieurs langages de programmation en Silverlight, c'est très difficile de retourner au mode. Le plus difficile, c'est de retourner au mode du postback et du concept des sessions. En Silverlight, tu n'as pas ce concept-là. Tu mets une variable publique dans une application Silverlight, elle est disponible partout. Donc, tu reviens un peu au mode du WinForms, à la facilité. Non, désolé, c'est quelque chose. Moi, personnellement, on s'entend. Au niveau business, on en fait un petit peu encore, certains clients, mais je vous dirais que notre force est vraiment au niveau de Silverlight. Puis c'est très difficile. J'y crois énormément que je vais et je continue à convaincre mes clients d'y aller en Silverlight. Quelqu'un qui n'a pas fait le saut encore, là, puis qui dit bon, je pense que là, il serait temps, là. Y a-tu comme un endroit où est-ce que tu peux avoir une espèce de
Je me souviens de l'époque, moi, quand j'avais décidé d'apprendre Java. Donc, il y a longtemps, là. 94, 95. Mais tu sais, Sun, à l'époque, faisait les fameux chemins. Tu pouvais suivre, tu faisais telle formation, tu venais à comprendre ce qu'il en était. Y existe-tu quelqu'un qui a blogué un peu en disant, voici le chemin que tu devrais prendre ou... À mon avis, la meilleure façon, silverlight.net. Il y a un endroit qui s'appelle Get Started, puis là-dedans, tu as des étape par étape. C'est justement notre conférencier de la dernière conférence au groupe qui s'appelle Jesse Liberty, qui fait tous ces blogs-là, qui fait toutes ces vidéos-là, ces tutoriels. Tu peux l'avoir en français sur le site de Microsoft France, tu peux l'avoir en anglais sur le site US. T'as le PowerPoint, t'as le document Word, le lab, t'as un paquet de labs. Je dirais, commencez par faire ça. Puis vous allez voir que vous allez avoir une bonne... un bon point de départ. Un bon point de départ, je dirais. Puis après ça, une belle petite formation. Puis, chez Run Server. Chez Run Server, puis vous allez voir, vous êtes en business. Formation avancée, parce que là, c'est ça le plaisir, c'est d'aller chercher. On donne les deux. Quelqu'un qui n'a pas Visual Studio à la maison, est-ce qu'il peut utiliser les versions Express? Tu peux tout faire ça gratuit. Silverlight, c'est gratuit. Ce que ça te prend, c'est d'installer Visual Studio 2010 Express, d'installer le Silverlight Tools, et tu downloads ça sur le site de silverlight.net et tu peux tout faire avec ça. La seule limitation que vous allez avoir, c'est que vous n'aurez pas l'outil Blend, la suite expression, mais c'est pas des outils qui sont très chers. Blend, ça vaut $250. C'est pas des outils qui sont chers, mais qui sont vraiment nécessaires. Donc, je vous dirais que ça ne coûte pratiquement rien développer en Silverlight, presque tout gratuit. Et pour le déploiement, tout ce que tu as à faire, c'est chose importante, tu n'es pas obligé d'avoir un serveur IIS. Tu peux déployer ça sur un serveur Unix, Linux, n'importe quel serveur. Tout ce que tu as à faire, c'est de changer un MIME type qui appelle au niveau de ton serveur web pour qui supporte l'extension XAP, XAP, qui est le package buildé à partir de Silverlight. Et c'est tout. Donc, tout est gratuit. Tu n'as pas besoin de rien de nécessaire de payer pour développer du Silverlight. En terminant, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais partager avec nos auditeurs? Ça peut être un blog, un site web, un livre, quelque chose qui a retenu ton attention dernièrement. Moi, je vous dirais que la grosse difficulté pour un développeur .NET, c'est pas apprendre le code. Tout le monde peut faire le code, tout le monde peut apprendre WCF. La grosse difficulté, c'est c'est d'apprendre le côté un petit peu de design, de comprendre le XAML, comprendre les animations. C'est un must parce que si tu fais du développement serveur, tu veux faire ça. Il y a des livres qui existent qui s'appellent je me souviens plus de l'éditeur, mais rechercher un livre, par exemple, sur Amazon et un livre sur Blend. Hyper important. Et rechercher un livre on va mettre le lien sur un lien Blend for Silverlight. C'est vraiment important parce que c'est pas la même chose en WPF. Ce que je vous dirais, c'est que ça prend un livre qui s'appelle Blend et il y en a un autre qui est spécifique, qui est animation. Donc, comprendre les animations, c'est bien beau en faire, mais il faut que tu comprennes comment c'est fait en arrière, tout l'aspect des keyframes, ces choses-là. Donc, c'est assez nécessaire de comprendre ça. Fait que c'est ça, c'est ma recommandation et le site silverlight.net. Et vous êtes en business. Ah, ben merci. Nous, on fait la pause et on revient avec les actualités. Les actualités avec Guy Barrette. Hey, on parlait de Blend il y a quelques instants. Blend, la suite Expression 4 est sortie le 7 juin. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si vous aviez déjà la version 3, donc Expression 3, c'est un upgrade qui est gratuit. Donc, c'est bien. Donc, ça c'est intéressant. Et elle est disponible en deux versions, la version professionnelle et la version Ultimate. Donc il y en a un qui a la version Ultimate a Blend et Sketchflow et l'autre l'a pas. Ah, OK. Sketchflow étant l'outil qui permet de faire du prototypage. Exactement. Donc, ça vient avec Blend. Donc, la version standard ou professionnelle, là, plutôt, c'est pour ceux qui veulent utiliser Expression Web seulement. Okay. On a eu le lancement dernièrement d'Office 2010. Donc, on l'avait depuis quelques mois parce que il était sorti pour les grandes entreprises. Mais là, on a eu la sortie grand public qui s'est fait à grand renfort de publicité. Puis j'imagine dans quelques mois, ils vont arriver aussi avec les versions web là, de Office. C'est déjà fait. C'est déjà fait, là? C'est déjà fait. Ouais. Donc, si tu as un compte Hotmail, là, puis un SkyDrive, là,
tu peux justement faire l'édition de tes un peu de tes documents Word, Excel, PowerPoint. Ça veut compétitionner toute la suite Google, là, les Google Docs de ce monde. Ouais. Donc ça, c'est disponible présentement. À TechEd, il y a eu quelques annonces au sujet d'Azure. Donc un sujet qui te passionne. Ouais, que je suis avec intérêt. Donc un nouveau toolkit qui est sorti pour supporter Visual Studio 2010 RTM et le support du framework 4 sur Azure maintenant. Okay. Donc lorsqu'Azure était sorti officiellement au début de l'année, ça supportait le framework 3.5 SP1, mais rapidement on s'entend, il y a deux technologies pour qui Microsoft, c'est des technologies fondamentales dans leur stratégie. Silverlight c'en est une et Azure c'est l'autre. Le cloud en général à ce niveau-là. En fait, j'ai lu un article dernièrement qui disait, je pense que c'est Steve Ballmer qui disait que dans 5 ans, 80 à 90% de leurs applications vont être basées sur le cloud. Ouais. Donc, est-ce qu'on faut entendre par là qu'un jour, on va utiliser un Visual Studio qui va être hébergé sur le cloud? Ça veut pas dire que les applications desktop vont mourir, là. Ça veut dire que peut-être il y a une partie qui va être hostée, je sais pas, moi, si c'était ton TFS qui va être... Une chose, moi, qui a frappé mon attention dernièrement, je vais faire un petit aparté, Guy, puis je te redonne la parole là-dessus, vu qu'on parle de ça. C# version, tu sais, l'évolution du C#. Mm-hmm. Et on se rend compte que de plus en plus où Microsoft va aller, c'est toute la capacité d'avoir de pouvoir bonifier ou en tout cas ajouter ton métamodèle pour quasiment avoir de la compilation on demand. Et c'est un modèle qui va se prêter très, très bien à être fait sur le cloud. Donc, en tout cas, tu vas peut-être avoir une application lourde, mais peut-être que ça va compiler sur le cloud. Et toujours en parlant de Azure, au niveau de SQL Azure, il y a eu quelques annonces. Donc, les bases de données de 50 gigas sont maintenant disponibles à partir du 28 juin. Puis, des améliorations, le support pour les données spatial data avec les longitude, latitude. Les données spatiales. C'est ça. Il y a un client web maintenant. Il y a une espèce de management studio web là qui permet de Finalement, Microsoft gérer. sont juste en train de bonifier pour avoir quelque chose, un produit beaucoup plus facile à utiliser. Oui. Et ce qui est intéressant au niveau du cloud, c'est que ils ont des cycles de release qui sont beaucoup plus rapides que ce qu'ils ont au niveau des produits desktop là. Ou des produits serveurs. Donc, on n'est pas dans des cycles de livraison de 2 ans. Oui, non, ça c'est des cycles de livraison très, 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 très rapides. On peut voir que tous les 3-4 mois, là, il y a des avancements du côté d'Azure. Donc ça c'est intéressant. Est-ce qu'il y a autre chose qui a retenu ton attention? Non, c'est à peu près tout. Nous, on peut pas annoncer de conférencier pour la communauté.net parce elle prend des vacances pour l'été. On fait la pause pour les vacances d'été, mais pas pour la période d'été, là, en juillet et en août. C'est sûr que si on a des auditeurs qui vivent dans des pays chauds, ils disent pourquoi eux, ils arrêtent en été? C'est qu'ici, l'été, les gens veulent en profiter parce que ça dure pas trop longtemps. Il fait beau, donc il y a personne qui va aller s'enfermer dans une salle, écouter un conférencier pendant 2 heures quand on peut être sur un patio en train de siroter une bonne bière. Ou profiter de sa moto marine, hein, Dominique? Effectivement. Mais tu sais que Mario, en ce moment, je suis en train de peinturer mon patio moi aussi. Ah, toi aussi? Bon, puis j'en ai un solide à peinturer. Moi, donc, c'est plusieurs heures d'ouvrage, mais faut le faire de temps en temps. Et sinon, voilà. Moi, il n'a jamais été fait. Il est neuf depuis 2 ans, donc, je pars à zéro, donc c'est ce que je fais. Non, ça, c'est beaucoup d'ouvrage à ce temps-là. Ouais. Écoute, il nous reste une émission, une dernière au début juillet, où on va présenter une entrevue qu'on a réalisée il y a quelques semaines, toi et moi, Guy, avec André Vachon, où est-ce qu'on va parler du langage C++. Oui. Et ensuite, ça sera la pause pour l'été. Donc, on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs et on se revoit dans 2 semaines. Au revoir. Merci, au revoir. Visual Studio Talk Show.